Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Page africaine. Page africaine, l'émission du livre, des hommes et des femmes qui font le livre. Aujourd'hui, nous sommes à la pâtisserie-boulangerie Félicita de Samé, une nouvelle pâtisserie où les mélomanes de la capitale peuvent se donner rendez-vous, car à la pâtisserie-boulangerie Félicita, il fait bon vivre. Mon invité aujourd'hui est Maître Zana Koné, avocat au barreau malien. Monsieur Koné est tout simplement auteur du livre « L'être et la volonté ». Monsieur Koné, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Bonjour. Alors, heureux de vous rencontrer, Monsieur Koné. Alors, vous dites « l'être et la volonté ». D'entrée de jeu, j'aimerais vous demander, est-ce c'est l'être qui détermine la volonté ou c'est la volonté qui détermine l'être? Avant de vous répondre, je vous remercie particulièrement d'avoir eu l'idée d'organiser cette rencontre et d'animer une émission qui, pour moi, est cruciale dans l'éducation de la jeunesse. Et je dis également bonjour à vos téléspectateurs, parce qu'à l'âge de Facebook et de Twitter, ce n'est pas évident de voir des jeunes qui s'asseyent devant la télé et qui regardent des émissions qui parlent de culture, de littérature. À eux, je dis merci. Alors, est-ce que c'est l'être qui détermine la volonté ou c'est la volonté qui détermine l'être? La réponse est que c'est la volonté qui détermine l'être. L'être use de sa volonté pour devenir justement ce qu'il veut devenir. Comme il est dit dans la préface, deviens enfin ce que tu es. Voilà. Donc, l'être use de sa volonté pour devenir enfin ce qu'il est. Exactement. Alors, l'être détermine la volonté, vient de dire M. Koné. Alors, nous avons remarqué que déjà sur la couverture même de votre ouvrage, nous avons l'emblématique personnage de Thomas Sankara tenant, n'est-ce pas, dans ses bras un nouveau-né. Alors, ou un cœur. Alors, à vous de l'éclaircir, mais nous voudrons réellement savoir, et nous avons des silhouettes aussi tout autour de cela. Est-ce vous voulez montrer que Thomas Sankara s'est fait lui-même ou qu'est-ce qui cache réellement la couverture de cet ouvrage? Alors, l'être et la volonté est symbolisée par Sankara tenant son cœur, non pas un nouveau-né, mais son cœur, qu'il offre à la jeunesse africaine. Alors, cela veut dire quoi? Vous avez un homme appelé Thomas Sankara qui arrive à un moment donné de l'histoire à la tête de son pays où toutes les conditions d'échec étaient réunies, où personne ne pensait que ce pays-là pouvait faire quelque chose par lui-même. Et Sankara, en croyant en la volonté de l'homme, en croyant que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme, s'est mis au travail. Il n'a pas voulu attendre nécessairement l'aide étrangère comme on le fait le plus souvent. Il s'est dit, un homme doit être capable de subvenir à ses propres besoins en usant justement de sa volonté de progrès. Et Sankara s'est battu pour son peuple et est devenu finalement le symbole à la fois de la résistance et de la volonté de progrès en Afrique et par-delà nos frontières. Donc pour moi, Sankara symbolise mieux l'idée que je me fais, si vous voulez, d'une volonté agissante. Et c'est pourquoi justement vous voyez Sankara ici, qui tient son cœur, qui tend à la jeunesse africaine, qui a accepté de mourir. Okay? Parce que si vous enlevez votre cœur de votre poitrine, vous mourrez. Alors les sacrifices de Sankara, je considère qu'il s'est sacrifié pour que puissent naître beaucoup d'autres Sankara, comme il le disait lui-même. Tuez Sankara et vous donnerez vie à 1000 autres Sankara. Il a accepté la mort, parce qu'il savait exactement ce qui s'est passé. Il a accepté la mort dans l'espoir que son idée à lui, son combat, puisse être porté par des jeunes Africains. C'est pour ça qu'il est. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que, quelques années après la mort de Sankara, que le Burkina peine jusqu'à présent à se relever? Est-ce que cela est dit, par exemple, à un manque de naissance d'un nouveau Sankara ou qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Alors, est-ce qu'il y a le manque de naissance de nouveaux Sankara? Non, je ne pense pas. Vous savez, les époques sont différentes. Vous voulez montrer que l'époque de Sankara est révolue? Elle n'est pas actuelle? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Les mêmes peines qu'il y avait au temps de Sankara existent aujourd'hui. Je veux tout simplement dire que l'époque de Sankara, la façon par laquelle les hommes revendiquaient, la façon par laquelle les hommes imposaient leurs idées, n'est pas exactement la même que la façon utilisée aujourd'hui. Je vais vous montrer que le peuple burkinabé se réclame de Sankara et se bat justement avec l'idéal sankariste. Et pour vous dire cela,
Je vous renvoie tout simplement à voir le mouvement populaire qui a balayé les présidents que l'on croyait, si vous voulez, fixés à demeure pour jamais. Mais le peuple est parvenu un jour à se soulever et en entonnant justement le nom de Sankara, en faisant référence à Sankara à chaque segment de leur combat, jusqu'à arriver à faire partir Blaise Compaoré, qui était un monsieur dont on n'imaginait pas qu'une foule pouvait tout simplement faire taire la fureur. Vous imaginez? Donc Sankara, à l'époque, n'est pas révolue et je ne pense pas qu'il y ait un manque de naissance d'autres Sankara. Je pense tout simplement qu'il n'est pas facile dans une population, par exemple, de 15 à 20 millions, d'avoir 1000 Sankara comme il le voulait lui-même. Mais quelques-uns existent. Est-ce que, comme Mao le disait, la révolution est toujours le fruit de quelques hommes réunis? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le sankarisme, n'est-ce pas, comme lui-même il le vivait ou comme lui-même il le scandait, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le sankarisme est différent de la démocratie? Alors, déjà, la première chose, c'est que Sankara était totalement contre les ismes, parce qu'il pensait que les ismes endoctrinaient. Je ne sais pas. Est-ce que le sankarisme, entre guillemets, je l'emprunte de vous, est-ce que c'est contre la démocratie? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que, c'est pourquoi j'ai parlé d'époque, j'ai parlé de manière de revendiquer. Sankara, au moment où il venait au pouvoir, à l'époque, c'était la fureur des coups d'État. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de coups d'État. Être sankariste aujourd'hui, ça ne veut pas dire prendre des armes et faire un coup d'État, non. Moi, par exemple, je suis avocat, je suis légaliste, je suis contre les coups d'État à la base. Donc, à partir de ce moment, je ne vous dirai pas que être sankariste, ça veut dire prendre des armes. Mais être sankariste ici, ça se ramène à la volonté de progrès. Le tout se ramène à la volonté de progrès. C'est de ça que je parle. La volonté de progrès, l'acceptation de soi, la confiance en soi-même, la compréhension que nul autre ne viendra faire notre combat à notre place, que nous sommes condamnés à nous battre si nous voulons voir le progrès. Également, cette conviction que tous ceux qui viendront nous dire qu'ils ont la panacée, qu'ils ont la pierre philosophale, qu'ils peuvent par quelques incantations, quelques invocations transformer notre vie, sont tout simplement des prestidigitateurs. Ils ne nous avancent à rien. La seule donnée qui nous permette de nous prendre en charge et d'évoluer, c'est le travail. Quand on réfléchit comme ça, on se retrouve dans Sankara. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'avec le monde actuel, avec la globalisation du monde, avec les réalités internationales, est-ce que vous ne pensez pas qu'aucun pays, n'est-ce pas, ne peut se faire soi-même? Tout le monde est obligé, n'est-ce pas, d'aller les uns vers les autres. Aussi bien que l'Afrique est obligée d'aller vers l'Europe, vers l'Asie, vers les États-Unis pour que le développement puisse être, n'est-ce pas, un développement global, général, et puis ressenti dans les plus recoins. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'idée de Sankara, qui était par exemple la lutte contre l'impérialisme, comme il aimait le dire, n'est-ce pas, inviter les gens à la consommation de ce qu'ils produisent. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que ce combat est un non-sens? Un non-sens, c'est un bien grand mot ou un bien gros mot. Est-ce que c'est un non-sens? Écoutez, monsieur, si nous parlons de l'interdépendance ne dérange personne. Ce qui dérange, c'est la dépendance. Vous m'avez parlé de mondialisation, de globalisation. Je vous parlerai en lieu et place d'occidentalisation du monde. La mondialisation aurait voulu quoi? Que nous puissions échanger, c'est-à-dire que nous apportions quelque chose. C'est comme si nous créions une société, vous apportez quelque chose, j'apporte quelque chose. La mondialisation voudrait que, culturellement, économiquement, militairement, chacun puisse apporter quelque chose. Dites-moi, je vous pose une seule question. Quel est, vous, votre apport, votre pays, votre continent, quel est son apport aujourd'hui dans ce que vous appelez la mondialisation? Si vous produisez le coton, qui vous fixe les prix? Si vous produisez les cacao, qui vous fixe les prix? Comment le cacao est acheté, exporté? Comment il est revenu en produit fini? Comment il est revenu en chocolat et que vous l'achetez beaucoup plus cher? Si vous êtes dans la mondialisation, ça voudrait dire que vous devez pouvoir discuter d'égal à égal. Sinon d'égal à égal, tout au moins que votre avis soit pris en considération. Mais vous êtes dans une dynamique où l'avis majoritaire, sinon du plus fort, de l'Occident en l'occurrence, vous est imposé. On peut se leurrer. On peut applaudir la mondialisation. On peut dire que c'est très bénéfique. Je ne dis pas non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage. Mais la réalité est de comprendre que nous subissons ce que vous appelez la mondialisation et que je considère comme étant l'occidentalisation du monde. Nous la subissons que nous n'y participons. C'est ça la vérité. Maintenant, le combat de Sankara, pour revenir à ce combat-là.
Est-ce que c'est du non-sens de dire aujourd'hui que l'office du Niger devrait être valorisé pour que les Maliens puissent manger le riz malien? Est-ce que c'est un non-sens que de croire que nous devrons pouvoir transformer notre propre coton de sorte que les habits nous reviennent moins chers? Est-ce que c'est un non-sens que de croire que la culture que nous avons, que nous devrons pouvoir en faire usage, que nous devons pouvoir vivre également de ça? Non, je ne pense pas que c'est un non-sens. Je pense tout simplement que vous ne pouvez me respecter que dans la mesure où dans mon interaction avec vous, je représente quelque chose. Mais quand je viens m'asseoir devant vous tout de suite pour vous montrer que je ne suis absolument rien, que vous êtes tout, que je veux tout simplement vous suivre, que vos idées sont les meilleures, que moi, je suis incapable de réfléchir, que la réflexion est votre chose faite, écoutez, à partir de ce moment, je cesse d'être homme. Et je deviens tout simplement un objet qui vous suit. Et c'est ce que justement Sankara ne voulait pas. Et c'est la perpétuation de ce combat-là qui permettra de sauver justement ce continent. On peut discuter sur beaucoup d'aspects, beaucoup de choses que Sankara a défendues à l'époque. Je l'ai dit, on ne peut pas voir un homme et prendre tout sur cet homme-là, ce n'est pas possible. Je ne suis pas dans l'endoctrinement, tout comme Sankara lui-même était contre l'endoctrinement. Je ne suis pas, c'est pourquoi quand vous avez parlé du sankarisme, tout de suite, je ne suis pas de ceux qui viendront vous dire, ok, Sankara portait une tenue militaire, il faut en porter. Sankara portait des rangers, il faut en porter. Non, je suis avocat, je porte des costumes, Sankara n'en portait pas. Ok? Mais l'idéal sankariste, il est là. Il demeure. Le développement, le progrès, le combat que la jeunesse doit pouvoir mener pour se prendre en charge, la confiance en soi, ok? Et puis, cette dynamique qui voudrait que si nous ne voulons pas périr, comme le disait Kwame Nkrumah, nous devons aller ensemble. Directement, j'allais même vous poser la question. Ici, la couverture, c'est bien sûr, c'est matérialisé par Sankara, mais ça pouvait être matérialisé par Jamal Abdel Nasser, par Kwame Nkrumah, par autant de chefs d'État africains de l'époque des indépendances. Ça aurait bien pu être Modibo Keïta, pour qui j'ai une affection toute particulière. C'est quoi, ça aurait bien pu être Ahmed Sékou Touré, qui est un grand Africain, qui, s'il avait été suivi dans ce que les constipés intellectuels ont considéré comme étant un délire, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Mais pourquoi Sankara? Parce que, écoutez, Sankara est venu au pouvoir un peu moins de 34 ans. Okay? Il avait 33 ans, virgule quelque chose. Il est venu tout jeune au pouvoir. Pourquoi encore Sankara? Sankara a porté un combat, un idéal, en étant tout à fait jeune, et il est mort tout à fait jeune. Et ça, c'est deux aspects. Troisième aspect, c'est que son époque est beaucoup plus proche de nous que celle de Sékou Touré, que celle de, comment ça s'appelle, Modibo Keïta, que de Nasser, okay, que de Kwame Nkrumah, et de tous ces gens-là, de Patrice Lumumba, okay, que de Marcus Garvey. Sankara, parce qu'il est proche de nous, il nous est beaucoup plus facile aujourd'hui en tant que jeunes de nous identifier en Sankara. Sinon, effectivement, ça aurait pu être n'importe lequel de tous ceux. Mais est-ce une manière de dire que la couverture, déjà, c'est une interpellation à l'endroit de la jeunesse africaine? Absolument. Le message, il est là ici. Il veut dire quoi? Sankara qui tient son cœur, qui nous donne, vous voyez des jeunes qui sont tout à fait étonnés, vous voyez, ils ne savent pas pourquoi Sankara fait ça. Et ils sont étonnés. Alors, ça veut dire quoi? Sankara, il est mort pour nous. Okay? Comme le disent les chrétiens, le Christ, il est mort pour nous sauver, pour nos péchés. Alors, adorons-les. Mais moi, je ne dirais pas qu'adorons Sankara, non. Sankara, il est mort pour que vivent 1000 autres Sankara. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de son idéal? Vous savez, il y a Che Guevara qui disait, partout où la mort nous surprendra, elle sera la bienvenue, pourvu qu'après nous, d'autres générations, un jeune, une femme, un homme, okay, puissent s'emparer de notre arme de guerre. L'arme de guerre, s'agissant de Sankara, c'est son idéal. Okay? C'est un peu ça. Alors, entre le Mali, entre le Burkina et le Mali, il y a juste un pas. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Office du Niger. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que pour le cas typique malien, il y a, n'est-ce pas, un problème de leadership, un problème de décideur, un problème, n'est-ce pas, de complexe vis-à-vis de l'extérieur? Parce que nous sommes toujours dans l'être et la volonté. Oui, mais j'ai bien le sentiment qu'il s'agit bien de quelque chose que vous pensez vous aussi, mais que vous voulez me faire dire, il n'y a pas de problème. Oui, je vous dis tout simplement que nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème de gouvernance. J'ai l'habitude de dire que, c'est vrai, ça paraîtrait présomptueux de ma part de dire que depuis Modibo Keïta, nous n'avons peut-être pas eu ce que nous souhaitons avoir. On me dira que vous n'étiez pas là à l'époque de Modibo Keïta.
Je répondrai, effectivement, je n'étais pas là au temps d'Adam Smith, pourtant l'économie libérale me gouverne jusqu'à présent. Parce que nous avons un problème. C'est-à-dire que tous les jours, à la radio, à la télé, ce qu'on nous dit, c'est que notre économie est à vocation agro-pastorale. Moi, je suis fils de cultivateur. Je viens d'un village qui s'appelle Djoumatene, dans l'extrême sud du Mali, si vous voulez, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. D'accord? Mais ce qui se passe là-bas, c'est que nous sommes un peuple fondamentalement basé sur l'agriculture. Depuis que je suis à l'école, on me dit de tout temps que si nous cultivons beaucoup, nous récolterons beaucoup et nous aurons beaucoup d'argent. Mais jusque-là, rien ne marche. Jusque-là, rien ne marche. Je repars toujours au village, je vois mon tonton, mais rien ne marche. Qu'est-ce qui fait ça? Je me dis, il y a quelque part un manque de volonté politique. Il y a une vision qui n'est pas la bonne, certainement. Aujourd'hui, vous avez Bamako. Nous sommes tous ici. Tous les jeunes sont à Bamako. Pourquoi? Parce que l'université est à Bamako. On vient, on étudie quoi? Le droit, la sociologie, la psychologie, les sciences de l'éducation, ainsi de suite. Après, on se pose la question, mais vraiment, ces filières, elles nous servent à quoi? Elles nous servent à quoi? Ok, en supposant que ces filières nous sont très utiles, est-ce que le nombre de personnes qui se retrouvent à faire ces filières-là peuvent avoir à travailler dans ces domaines? La réponse, même pour l'aveugle, elle est non. Mais en même temps, on se pose la question, de quoi avons-nous besoin? On a besoin de techniciens machinistes, on a besoin de personnes qui maîtrisent l'agriculture, qui maîtrisent le domaine des mines, parce que nous exploitons l'or, qui maîtrisent ces domaines-là, mais rien n'est fait. On a besoin de personnes qui maîtrisent la volaille, qui maîtrisent l'aviculture, la pisciculture, et tout ça, on a besoin de ça, parce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir, en tout cas du point de vue de la nature, pour pouvoir développer ces cultures-là. Mais s'il s'agit tout simplement de les faire à l'artisanal, ou de les faire approximativement, ça ne nous permettrait pas de progresser. Or, on aurait pu réconcentrer nos efforts sur ces choses-là, les mettre en valeur, faire en sorte que la ville et les villages s'y rapprochent, faire en sorte que celui qui est au fin fond d'un village n'éprouve aucun complexe devant l'intellectuel en costume. Parce que, tout de suite, je vous dis, je viens d'un village. J'ai même constaté que l'intellectuel même ne veut même pas qu'on sache qu'il vient d'un village. Tout ça, c'est des problèmes. C'est ces complexes-là qui se transportent également sur le terrain politique. Il faut le combattre. Il faut être tranchant avec, il faut le combattre. Il faut dire, nous sommes les mêmes. Tout ce qui nous unit, c'est les maladies, la chaleur, les coupures intempestives d'électricité. Qui ne le ressent pas? Vous le ressentez, je le ressens. Et quand vous sortez de chez vous, quand bien même vous serez dans un château, quand vous sortez de chez vous, vous êtes obligé d'emprunter la même route que les autres. Ce que vous voyez à gauche et à droite, monsieur, je suis sûr que ça ne vous plaît pas. Mais une fois que vous sortez de votre pays, que vous êtes ailleurs, monsieur, que vous voyez des choses qui vous semblent bien, vous voyez des gens qui se comportent bien, et vous voyez que les gens sont au travail, n'êtes-vous pas jaloux? N'êtes-vous pas jaloux? Ne faites-vous pas cette petite comparaison entre votre pays et ces pays-là, et vous comprendrez en ce moment qu'en fait, il n'y a pas de bonheur individuel lorsqu'il y a un malheur collectif ambiant qui nous entoure. C'est ça la vérité. Alors, déjà, nous avons vu que cet ouvrage, déjà, c'est une collection de poésie. Nous nous sommes permis, n'est-ce pas, de nous promener entre les vers, entre les strophes, n'est-ce pas, de cet ouvrage. Et nous voyons ici un poème qui attire beaucoup notre attention, dont nous allons nous faire le plaisir de partager avec les téléspectateurs. Les ruelles de la conscience populaire. Errant dans les ruelles de la conscience populaire, où sous la chaleur de la misère, l'espoir perd ses fleurs. Mon orgueil face au regard de l'étranger baisse les yeux. Et dans les souvenirs glorieux, je noie la menace du danger. L'Égypte, dans la mémoire de l'histoire, un jour fut pharaonique, mais l'évocation des pharaons de l'histoire ne saurait construire une œuvre pharaonique. Ô peuple, sors donc des souvenirs touffus, avant que le présent ne te fuit. Nous savons désormais ce que nous fûmes. Est donc venu le temps de démontrer ce que nous sommes. Car les descendants impuissants d'ancêtres puissants sont souvent appelés décadents. Maître, j'allais redire mon invité. En lisant ce poème, on a l'impression que vous avez, n'est-ce pas, le pressentiment que le peuple est endolori, mais que le peuple dorme, n'est-ce pas, dans cette douleur. Qu'est-ce qui ne va pas, maître? Alors, je pense tout simplement que nous avons une société dans laquelle, sous couvert de traditions et
et de ce qu'ils appellent social, on endort les gens. On endort les gens comment? On encense les gens, on les fait croire qu'ils sont de haute naissance, qu'ils sont d'une grande descendance, et on est content. On est content, on ne travaille pas, parce que moi, on viendra me dire, ok, si tes ancêtres sont ci, ils sont ça, et moi, au lieu de travailler, je suis content, je suis dans cette forme de triomphalisme béat qui ne se justifie pas. Mon problème, c'est ça. Les ruelles de la conscience populaire, c'est quoi? C'est que nous sommes, ici, on a une conscience d'archéologue. On n'est pas dans le présent. On ne se projette pas dans l'avenir. On se tourne toujours vers le passé pour dire que dans le passé, nous étions grands. On aime toujours invoquer Babemba, Sundiata Keita, ainsi de suite. Je dis oui, d'accord, je n'ai pas de problème. Je suis de la région de Sikasso. Je n'ai aucun problème avec la grandeur de Babemba. Je n'ai d'ailleurs aucun problème avec la grandeur de Sundiata Keita. Encore moins avec celle de Damonzon. De Firoun. Voilà. Mais je dis tout simplement, si ces gens-là ont été grands et que nous voulons les invoquer, ça veut dire au moins, nous devrons tendre vers la grandeur. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à vous revendiquer de Sundiata, de Babemba et de ceux-là et passer tout, et de cet autre grand homme, et passer tout le temps en même temps à ne pas travailler, à exploiter le peuple, à voler l'argent du peuple. Ça, vous ne pouvez pas vous revendiquer de ces gens-là. Mon problème, c'est ça. Parce que face à la difficulté, c'est pourquoi face au regard de l'étranger, quand on est en interaction avec l'étranger, qui constate que ça ne va pas chez nous, on dit oui, ça ne va pas aujourd'hui, mais hier c'était bon. Mais alors, hier c'était bon. Il faut faire en sorte que ça puisse être bon aujourd'hui. Il y a Marcus Garvey qui disait que si vous remontez dans les temps et que vous vous rendez compte que vos ancêtres, je parlais des Noirs, ont contribué à la science, à l'histoire, à la chimie, à tout le reste, à la philosophie, vous comprendrez que si vous l'avez fait une fois, vous pourrez les refaire. Alors, en ce moment, vous avez la force nécessaire pour reproduire. Mais il ne s'agit pas tout simplement d'invoquer les ancêtres et de s'asseoir sur les lauriers, dire qu'ils ont été grands et nous, on fait quoi? C'est ça la réalité. Et c'est ce que j'essaie de décrire parce que si vous êtes le fils incapable d'un grand homme, vous êtes décadent. C'est ça la décadence en philosophie, il n'y a pas autre chose. C'est ça la décadence. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec la situation malienne qui prévaut après, n'est-ce pas, la crise politico-sécuritaire qui a frappé de plein fouet le Mali en 2012, nous nous rendons compte aujourd'hui que il y a trop de quiproquos, n'est-ce pas, au niveau de l'échiquier national. Et nous pensons qu'avec les mouvements qui se créent ça et là, et tout de suite, il y a eu la plateforme Ante-Abana qui n'est-ce pas, qui s'est levée pour se battre contre le projet référendaire. Alors, le projet même qui a fini par être retiré par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Maître, aujourd'hui, vous, en tant qu'observateur, parce qu'un écrivain, c'est un observateur, en tant qu'observateur, en tant que parolier, n'est-ce pas, si j'ose m'exprimer ainsi, alors, qu'est-ce que vous pensez réellement de cette situation et quelle solution vous préconisez par rapport à tout ça? Écoutez, par rapport à la plateforme, ça va être compliqué. Peut-être que mon avis ne sera pas tout à fait objectif comme je le conçois moi-même. Pourquoi je le dis? Parce que je suis moi-même membre de la plateforme. D'accord? Je tenterai de parler le plus objectivement possible. Vous avez la plateforme aujourd'hui. Elle est venue, elle a mené un combat. C'était notre rêve. Nous voulions qu'il y ait ce jaillissement spontané, cet espoir juvénile qui se lève un jour, qui prenne corps, et je l'ai dit d'ailleurs dans beaucoup de poèmes, qui se réveille un jour et qui se battent pour que justement les dirigeants puissent prendre en considération la vie du peuple. Donc quand le mouvement spontané est arrivé, j'ai eu l'impression qu'il y avait une justice qui m'était faite personnellement. Alors, quelle est l'inquiétude aujourd'hui avec ces mouvements-là? Vous avez dit que ça va dans tous les sens, c'est normal. Je trouve que c'est tout à fait normal que ça aille dans tous les sens. N'oubliez pas que la plateforme était un regroupement spontané. La plateforme a été fédérée par un comportement à un moment donné des leaders que des jeunes ont estimé ne pas être appropriés et des partis politiques aussi ont estimé ne pas être appropriés. Ces gens-là se sont retrouvés, se sont regroupés et ont essayé de faire en sorte que le projet soit retiré. Alors, le projet, paraît-il qu'il a été sursis et non retiré. À ce qu'il paraît, il va revenir.
pour le moment, je sais que la plateforme n'est pas exactement comme elle était au départ, c'est-à-dire assez unie, c'est-à-dire toujours dans les mêmes combats. Aujourd'hui, parce que vous avez été, est-ce que parce que vous avez été rejoint par des politiques ou être politisé en son sein? Oh non, je n'aimerais pas jeter la pierre aux politiciens. Non, je ne pense pas comme ça. Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que la plateforme, elle n'aurait peut-être pas la force qu'elle a eue si tout le monde n'était pas là. Ok? La plateforme avait besoin de tous ceux qui rêvent de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les dirigeants puissent écouter le peuple et qu'ils fassent les choses comme le peuple le veut. En tout cas, dans le sens de l'intérêt du peuple. Depuis le départ, vous savez, les politiciens étaient là. Les hommes politiques étaient là depuis le départ. Quand je dis depuis le départ, je parle de la constitution de la plateforme. Avant la plateforme, effectivement, il y a eu des mouvements de jeunes dans les rues, dont essentiellement le mouvement Trop c'est trop. D'accord? Mais après, les autres mouvements vont venir également avec les hommes politiques. Un meeting va se tenir notamment à la pyramide du souvenir. La plateforme va se constituer. Donc ce n'est pas comme si les hommes politiques sont venus après la constitution de la plateforme. Ils ont été eux aussi fondateurs de la plateforme. Maintenant, effectivement, il peut se trouver qu'au sein de la plateforme, en raison des intérêts divergents, les gens n'aient pas forcément la même vision de la chose. Ce qui unissait les gens, c'était les retraits du projet. Maintenant que le projet est retiré ou qu'il est sursis, ça peut donner l'impression aux gens que chacun est libre d'aller de son côté, chacun est libre de faire ses mouvements. Mais je suis sûr, et je le pense, en tout cas c'est mon espoir à moi, que si demain, ce projet devrait revenir, les gens devront se retrouver. Et si demain, il y a une question majeure qui peut arriver à fédérer hommes politiques, jeunes de la société civile, et ainsi de suite, je pense que la plateforme devrait s'emparer de la question et la traiter. La difficulté, vous la voyez, sinon peut-être que vous la percevez, c'est de trouver, si vous voulez, cette chose-là, ce combat-là, cette activité qui fédère tout le monde. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que la plateforme a manqué, n'est-ce pas, de vision, c'est ce qui a réellement amené ça? Parce que si, comme vous venez de le dire tout de suite, l'objectif de la plateforme, la spontanéité avec laquelle la plateforme a été créée, c'était tout simplement pour combattre, n'est-ce pas, ce projet référendaire qui est là. Ce projet référendaire étant maintenant, n'est-ce pas, retiré ou sur soi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce manque de vision qui a amené aujourd'hui même des partisans de la plateforme à se retirer et que l'opposition aussi s'en est saisie réellement pour en faire son affaire? Donc, vous savez, ce n'est pas ça, ce n'est pas un manque de vision. Il n'y a jamais eu de manque de vision au sein de la plateforme. Par contre, on peut penser qu'il n'y a pas eu une communion. Ok? Ça, c'est bien possible. Écoutez, si au départ, vous vous dites, allons-y, prenons cet instrument-là. Votre mission, c'est ça. Si vous prenez cet instrument et que vous vous rendez compte qu'ensemble, vous avez de la force, effectivement, vous pouvez trouver qu'il est bon que vous restiez ensemble pour continuer d'autres combats. D'autres aussi peuvent estimer que non, ce n'est plus bon, on n'a pas la même vision. Moi, ma vision s'arrête à prendre cet instrument-là, ou la vision nouvelle que vous avez est contraire à la mienne, ou en tout cas n'y est pas conforme. Joue, les amis d'aujourd'hui peuvent être les ennemis de demain. Non, n'allons pas jusqu'à l'amitié. Et là, vous aurez les mêmes camisoles que les Non, mais politiques. écoutez, non, nous n'allons pas jusqu'à l'amitié. On ne va pas non plus faire croire à quelqu'un que les gens qui sont au sein de la plateforme, c'était des copains qui prenaient des verres de thé ensemble avant la plateforme. Non, il y a bien évidemment des gens qui étaient farouchement opposés les uns aux autres. Il y a même peut-être des ennemis jurés au sein de la plateforme qui se sont retrouvés, qui à un moment donné, chacun a ravalé son ego personnel et s'est dit, effectivement, la cause nationale est supérieure à tout ça. Maintenant, une fois que cette cause nationale est atteinte ou semble atteinte, je peux comprendre et je peux très bien concevoir que les uns et les autres se disent qu'ils peuvent aller de leur côté. Sinon, il n'y a absolument pas de manque de vision au sein de la plateforme. Alors, Maître, une dernière question. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Une dernière question. La volonté est-elle divine? La volonté, est-ce que la volonté est divine? Non, la volonté telle que je la conçois ici, c'est une volonté humaine. Je parle de l'être humain et de sa volonté. L'être et sa volonté, c'est ça. L'être et sa volonté, la volonté par laquelle l'être peut déterminer son environnement, la volonté par laquelle l'être peut progresser, la volonté individuelle qui organise et précipite les progrès individuels et la volonté collective, c'est-à-dire celle du peuple qui apporte le changement dans la nation. Donc je ne parle pas ici de volonté divine, pas de quiproquo. Et puis, qu'on arrête de s'asseoir tranquillement
et croire qu'un jour viendra où Dieu descendra du ciel avec sa volonté à lui pour faire les choses à notre place. Qu'on arrête surtout de prendre au sérieux ces gens-là qui se promènent à gauche et à droite, qui ont la capacité de multiplier les choses, qui ont la capacité d'invoquer Dieu ou de faire quelque autre incantation pour que vous soyez ci ou ça. Non. Même ceux chez qui ils ont trouvé cette notion de divinité, du monothéisme, travaillent régulièrement. Et je suis fréquent dans ces pays-là pour savoir qu'ils travaillent régulièrement. Ce n'est pas des gens qui s'essayent pour prier, pour faire des invocations. Donc je ne parle pas de volonté divine. Je vous parle de la volonté humaine. Et Dieu lui-même dit qu'il ne peut aider que celui qui déjà commence à faire quelque chose pour lui-même. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et si vous prenez aussi bien la Bible que le Coran, prenons par hasard la Bible où il est dit, quand l'homme a été expulsé du jardin d'Éden, qu'est-ce qui lui a été dit? Tu mangeras à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été pris, car tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Ça veut dire quoi? Tu mangeras à la sueur de ton front, ça veut dire que tu mangeras par ton travail. Si vous vous asseyez et il y a quelqu'un qui est bien, qui a un turban, qui a des machins, qui vient nous raconter que par la volonté divine, il va faire des trucs, un homme ne peut pas provoquer une volonté divine. Moi, je pense que utilisons la volonté humaine, progressons. Quand nous aurons fait quelque chose, Dieu va nous aider parce qu'il a beaucoup de gens à aider. Il n'y a pas que nous seuls. Dieu a beaucoup de gens à aider. Il n'y a pas seulement que les Maliens, il n'y a pas seulement que le barreau malien. Oui, bien entendu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.